Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et experte en prise de parole en public. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix pour lui donner de la visibilité. Vous avez été plus de 350 inscrites lors de la première édition du sommet Âme d'entrepreneuse. Et j'ai une très bonne nouvelle, c'est que la deuxième édition de ce sommet Âme d'entrepreneuse aura lieu du 9 au 13 février 2026. Alors, ce sont 5 jours avec des interviews, des invités inspirants. Et je vous invite dès à présent à noter la date de ce sommet dans votre agenda. Je vous partagerai et communiquerai les informations dans les prochaines semaines. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Devenir artiste de sa vie, c'est tout simplement s'autoriser à prendre sa place et se mettre en priorité dans sa propre vie. Mon invitée du jour est une de mes fidèles auditrices des premières heures. J'ai eu la chance et le bonheur de la retrouver cet été lors d'un congrès que j'animais à Arcachon et nous avons décidé enfin de venir partager une partie de son histoire à mon micro. Professeure des écoles, autrice, elle nous partage avec beaucoup d'humilité et d'humanité son parcours et ce qui l'a amené à donner vie à sa passion et comment elle transmet son amour de l'écriture auprès de ses élèves. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne-Sylvie, merci de m'accueillir à ce micro. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Alors, par rapport à devenir artiste de ta vie, ce qui va être important et ce que j'aimerais qu'on partage, c'est vraiment ton parcours tout au long de cette interview. Et avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet et de nous amener à ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises quel genre de petite fille étais-tu ? Alors, j'étais une petite fille très introvertie, très timide, qui rêvait beaucoup et qui a écrit dès le premier jour où elle a su tenir un stylo et écrire quelques mots. Donc, je vivais vraiment dans mon imaginaire et dans mes cahiers, dans mes carnets. Et tout ce que je n'arrivais pas à dire avec des mots parlés, parce que j'étais pétrifiée à chaque fois que je devais m'adresser à quelqu'un, eh bien, je l'écrivais dans mes cahiers et j'écrivais des petites histoires. Alors justement, par rapport à ça, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de justement transposer la communication orale par l'écrit. Euh, Dans ton parcours scolaire, je suppose que tu as écrit très tôt, tu étais bonne élève, parce que ça aussi c'est important, tu vois, par rapport aux invités, c'est de savoir comment, voilà, il y a des gens qui pensent que parfois pour réussir à faire ce qu'on aime, c'est une voie toute tracée, il y en a d'autres qui font des ponts, il y en a d'autres qui ont des parcours complètement différents. En termes d'école, comment ça se passait pour toi? Est-ce que tu étais bonne élève ou au contraire c'était Oui, quelque chose qui t'ennuyait? j'étais très bonne élève en tout jusqu'au collège, vraiment dans les premières de classe et vraiment dans le moule et dans ce qu'on attend d'une petite fille qui travaille bien à l'école. Et puis ensuite, arrivé au collège, c'est dessiné que les maths, c'était pas trop mon truc. Et vraiment, c'est la filière littéraire qui s'est tracée et j'étais vraiment excellente en français, dans les matières littéraires, en histoire, en philo. Et les maths, je les ai vraiment mis de côté. On est d'une génération où on nous bassinait un petit peu avec les mathématiques. En gros, si on ne savait pas faire de maths, on ne savait pas faire grand-chose. Et en fait, heureusement, on avait, j'allais dire, la filière littéraire parce qu'on se rend compte que il n'y a pas que les maths qui comptent dans la vie. Et donc, s'il y a des profs qui nous écoutent, des profs de maths, sachez que c'est important aussi de véhiculer ça parce que j'interviens, tu sais, aussi beaucoup dans les collèges, etc. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants parce que les notes en matière plutôt technique sont pas bonnes, pensent que finalement leur avenir est bouché parce que c'est vrai que ça change un petit peu avec le temps, mais on a quand même eu pendant longtemps la filière maths, la filière S pour nous était quelque chose d'important. Alors justement, dans tout ce parcours de cette petite fille qui grandit, qui aime les mots, les lettres, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as découvert dans les livres? Parce que tu disais, je communique pas forcément à l'oral parce que je suis introvertie, mais plutôt par l'écrit.
Comment t'es tombée dedans en fait? Est-ce que tu avais déjà une appétence pour la lecture, l'imaginaire? Comment ça s'est déroulé pour toi? Ah oui, je lisais énormément. En plus, j'étais une petite fille insomniaque. Ça a bien changé aujourd'hui, mais j'étais une petite fille insomniaque, donc la nuit, bah, je lisais, j'écrivais, et comme je te le disais tout à l'heure, j'étais très très timide, je vivais dans mon imaginaire et j'étais dans ma bulle un petit peu avec mes livres. Et quand j'étais au collège, je rêvais d'être enfermée dans le CDI par hasard pour pouvoir lire toute la nuit. Donc oui, les livres m'accompagnent depuis toujours. C'est vraiment, c'est des compagnons de vie, les livres. Et justement, est-ce que tu avais j'allais dire, des univers de prédilection dans ce que tu lisais quand tu étais enfant? Est-ce que c'était plutôt du fantastique, de l'imaginaire? Enfin, est-ce qu'il y avait déjà un environnement particulier qui, toi, te faisait rêver? Alors, j'ai commencé à lire tous les Jules Verne. C'était vraiment cet univers-là qui me fascinait. Et puis après, à l'adolescence, bah, j'ai commencé à lire les classiques, tu vois, Madame Bovary, les Flaubert, Victor Hugo. C'est d'abord les classiques qui m'ont accompagnée. Et puis après, bah, dans ma vie d'adulte, je me suis tournée vers les auteurs contemporains et voilà. Aujourd'hui, je lis des auteurs contemporains. De temps en temps, je retourne à mes classiques, mais voilà, j'ai un peu de tout dans ma bibliothèque. Mais vraiment, le tout début, c'était Jules Verne. Et c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, je me rends compte que, enfin, tu vois, et parfois on est un peu mauvais élève par rapport à la lecture. Moi, j'ai souvenir que on lisait, tu sais, les livres en diagonale le dimanche après-midi pour faire notre résumé de texte parce qu'il y avait un truc à rendre le lundi. Et parfois, je pense qu'on est passé à côté de certaines choses parce qu'aujourd'hui, en grandissant, forcément, comme tu dis, moi, il y a des classiques que j'ai relus ou que je relis encore aujourd'hui parce que bah, quand tu es ado, t'as pas forcément, quand tu es collégien, envie Tu comprends même pas en plus, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours. Je me souviens de ma prof de français. Je lui disais, mais madame, est-ce que sincèrement, vous pensez qu'il y a un gars au XVIe siècle, il s'est dit que nous, aujourd'hui, en seconde, on allait décortiquer ce qu'il disait. Et c'est vrai que je pense que c'est important aussi d'amener cette appétence pour la lecture quand les enfants l'ont pas. Donc toi, tu es tombée dedans, j'allais dire, quand tu étais petite. C'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'en fait, ça permet de construire justement cet imaginaire. Alors avec le temps, comment toi, tu t'es dit, alors déjà, tu as continué ton cursus scolaire, euh, comment t'en es arrivé à l'enseignement? Ouh. Alors, je ne suis pas arrivée tout de suite parce que donc après le lycée, donc j'ai fait mes études en histoire. J'étais passionnée d'histoire, donc j'ai eu une maîtrise. Donc aujourd'hui, on dirait un master en histoire, et je voulais être professeure d'histoire. Et j'ai passé mon CAPES 3 fois. Je ne l'ai pas eu. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était une très bonne chose parce qu'à 23, 24 ans, je pense, avec la timidité qui était encore la mienne à ce moment-là, même si j'évoluais déjà, mais voilà, jeune adulte, j'étais encore assez introvertie. Je pense que je n'aurais absolument pas eu les épaules pour me retrouver si jeune devant une classe de collégiens ou de lycéens. Donc, j'ai arrêté de passer ce concours que je n'arrivais pas à avoir parce que plus je travaillais, plus j'avais des mauvaises notes à l'examen, pas au concours. Et j'ai commencé à travailler en entreprise dans le domaine des huiles essentielles. Enfin, ça n'avait absolument plus rien à voir avec mes études, mais voilà, je me suis formée en interne et j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 4 ans. Et puis j'ai fini par quitter l'entreprise parce que l'enseignement revenait me chercher et que ben, c'était ça que je voulais faire. Et même si voilà, cette expérience en entreprise avait été très nourrissante et j'ai appris des tas de choses et qui m'ont vraiment passionnée. Et finalement, bah, à 31 ans, j'ai décidé de passer le concours de professeur des écoles parce que je m'étais mis une limite avant. Quand j'étais jeune étudiante, je m'étais dit que je ne pourrais jamais obtenir ce concours parce qu'il fallait être bon en tout et que moi j'étais nulle en maths. Et donc, professeur des écoles. mm, Je t'interromps, mais c'est super important ce que tu dis pour les gens qui nous écoutent et s'il y a des jeunes qui nous écoutent aussi et les moins jeunes. Ces foutues croyances qui nous font croire qu'effectivement, si t'es pas bon en tout, tu ne peux pas faire quelque chose. Et ton message est important parce qu'en fait, à partir du moment où on s'autorise à faire les choses et qu'on laisse aussi les opportunités se faire, parce que tu aurais pu fermer la porte 3 fois, c'est pas évident. Et alors, juste petite précision, est-ce que
pour toi, le fait de ne pas avoir réussi, c'est aussi à cause de cette timidité où tu dois présenter un oral et que ça te mettait dans tous tes états. Ah oui, ah mais certainement. D'ailleurs, je me suis effondrée au grand oral qu'on devait passer, où il y avait 4 ou 5 heures de préparation. Enfin, là, je me suis effondrée et ouais, j'étais pas prête, j'étais pas encore outillée. La vie a fait que après, j'ai pris de l'assurance et que maintenant, j'ai plus aucun problème à parler en public, devant une classe évidemment, mais également devant des adultes. Mais voilà, à ce moment-là, j'étais pas prête. Et Surtout que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. j'ai pas appris. C'est des notions, tu vois, de parler à l'oral, être parlé en public, etc. Moi, je me bats pour ça, hein. J'interviens aujourd'hui dans les écoles sur cette thématique-là. Post-bac, parce que collège, lycée, c'est pas du tout des choses qui sont abordées, alors que ça fait vraiment partie d'un bagage et des outils nécessaires pour la suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel. Alors, justement, ce changement de cap, j'allais dire, avant de passer ton CAPES que tu as laissé de côté, mais ce changement de cap, qu'est-ce qui a motivé? C'est vraiment cette envie d'enseigner, de transmettre? Ou c'est parce qu'aussi tu trouvais que l'entrepreneuriat, enfin le salariat, c'était pas dans cette entreprise quelque chose qui te correspondait? Ah non, non, l'expérience en entreprise m'a énormément plu. J'ai quitté l'entreprise parce qu'à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé en termes d'ambiance, aussi d'intégrité et voilà, de valeur de l'entreprise qui ne me convenait plus et que j'ai eu envie de changer. Et quand je me suis posé la question de, bon, qu'est-ce que je veux faire? En fait, je voulais enseigner, donc je vais y retourner. Et là, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que tout était possible si on avait la conviction qu'on pouvait y arriver. C'est que à 20 ans, je me disais, je suis nulle en maths, je peux pas être professeur des écoles parce qu'il faut être bon partout. Là, j'ai l'expérience de l'entreprise où j'étais absolument pas prédestinée. J'ai été formée en interne. J'ai eu un poste à responsabilité. Je me suis éclatée. J'ai été capable de ça. Pourquoi aujourd'hui, à 30 ans, 31 ans, je ne serais pas capable de reprendre un programme de maths et de me dire, si je m'y mets, je vais y arriver. Alors, j'ai demandé de l'aide, hein, je me suis inscrite dans une prépa, j'ai travaillé très dur, hein, c'était pas non plus si simple à faire. Je faisais partie des vieilles de la promo, mais bon, j'étais pas la seule. Parce qu'après tout, tout le monde a droit à sa reconversion, hein, et aujourd'hui, on voit bien qu'on peut même avoir plusieurs reconversions dans une vie professionnelle. Et j'ai demandé de l'aide en plus de mes cours de prépa, voilà, des amis très forts en maths qui m'ont aidé. Et au final, à mon concours, j'ai eu 16 sur 20, je crois, en maths. Et mon concours, je l'ai eu haut la main, j'ai fini dans les premières et depuis, je suis professeure des écoles. Et pour faire la boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui dans ma classe, donc ça fait 20 ans que j'enseigne, tous les ans dans ma classe, on écrit un livre. Les élèves le savent quand ils découvrent en début d'année, ah, on est dans la classe de Madame Antonucci, on va écrire un livre. Parce que vraiment, c'est ce qui me nourrit aussi. Moi, j'écris pour moi, pas tous les jours, mais le plus souvent possible. Et j'ai vraiment envie de faire vivre ça à mes élèves, de comment on part d'une idée, d'une envie, de quelques mots en atelier d'écriture, voilà, d'une semaine sur l'autre, pour aboutir à la fin de l'année au livre qu'on a écrit dans la classe. Justement, par rapport à ce que tu partages, et merci, qu'est-ce que cette petite Stéphanie a trouvé dans l'écriture de ses propres contes ou livres au démarrage? Qu'est-ce que ça, tu dis, ça m'a beaucoup nourri, mais qu'est-ce que ça a nourri en toi qui te sert aujourd'hui? L'écriture, pour moi, c'est avant tout susciter des émotions. Alors, ce sont mes propres émotions, même quand j'écris des romans qui ne sont pas ma propre vie, hein. Les romans que j'ai écrits, ce sont des fictions, puisque ce sont des romans, mais on met tous beaucoup de soi dans un livre. Et donc, il y a beaucoup de moi dans mes romans. Et donc, c'est l'expression de mes propres émotions, mais c'est aussi savoir que les mots que j'ai pu écrire, que ce soit dans des nouvelles ou dans des romans, une fois qu'ils vont aller toucher le cœur des lecteurs, ils vont aussi faire déborder d'émotions. Et je crois que ça, c'est vraiment le lien le plus important que j'ai avec mes lecteurs, c'est ça, c'est quand on se parle d'émotions. Pour moi, écrire, c'est ça. C'est mettre en mots des émotions et en susciter d'autres. Oui. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu expliques, enfin moi je trouve ça fascinant, et c'est vraiment, tu vois, je fais le lien avec deviens artiste de ta vie, c'est que quand tu te mets à écrire une histoire, déjà rien qu'à avoir l'idée, tout devient possible. Et là,
quand voilà, quand tu vois les mots qui se mettent sur le papier, tu peux avoir l'idée, mais tu peux construire des univers complètement réels, irréels. C'est ça qui est magique aussi dans l'écriture, c'est que tout devient possible. À partir du moment où tu peux créer des êtres d'animaux qui n'existent pas, des êtres avec des personnalités complètement peut-être farfelues. Enfin, il y a plein, il y a plein de possibilités, j'allais dire. C'est aussi ce côté d'ouvrir le champ des possibles et je trouve ça génial que tu puisses le proposer à tes élèves. Moi, j'aurais adoré avoir une prof qui puisse vraiment créer cette appétence. Alors justement, comment ils réagissent, ces jeunes, aujourd'hui, à se dire, bah, j'ai un an pour... Parce que pareil, toi, tu t'es dit, je suis peut-être pas forte en maths. Il y en a peut-être qui se disent, bah, j'ai des problèmes de dyslexie, je sais pas trop bien écrire. Il y en a qui écrivent en mode texto aussi. Donc, comment tu les amènes, avec toute ta bienveillance, à créer, à partir de leur imagination, quelque chose. Parce qu'en fait, c'est chacun son livre ou c'est toute la classe qui co-crée un livre. Non, on co-crée un livre. Et tous les ans, je leur amène un album, donc un grand, grand livre de littérature de jeunesse sans texte. Et à partir des illustrations, et donc il n'y a pas de texte, c'est à eux d'écrire l'histoire. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. On travaille beaucoup sur leur répertoire de mots, leur liste de vocabulaire, quels sont les verbes qu'on va pouvoir utiliser, les connecteurs, etc. Mais la première réaction, alors il y a une petite partie qui est hyper contente et qui se dit ouais génial, on va écrire un livre, j'ai plein d'idées. Mais quand même, la grosse majorité, c'est ah mais nous, on sera jamais capable. Et là, je leur explique que bien sûr que si, ils vont être capables puisque tous les autres, les années précédentes, ont écrit un livre sur un sujet différent. Je ramène pas le même livre chaque année, évidemment. C'est en fonction du thème et du projet que j'ai dans la classe. Et on procède petit à petit en atelier d'écriture. Et donc, ils sont d'abord en petits groupes. Et il ne s'agit pas que ce soit un qui écrive pour les 4 autres du groupe, hein, on est d'accord. Donc, ils ont des rôles et ça tourne. Et donc, de semaine en semaine, ils font d'abord des petites productions d'écrits à partir d'une ou deux illustrations. Et au fur et à mesure des semaines, ils améliorent le texte avec des outils que je leur propose. Et on met en commun petit à petit. Et c'est aussi ça qui est super intéressant, c'est que pour mettre en commun, ben, il faut se mettre d'accord sur ben, quelle est la phrase qu'on garde, quelle est l'idée qu'on veut donner à cette partie. Il s'agit pas de faire un combat d'ego de oui, c'est ma phrase, donc c'est la mienne qu'on écrit. Et donc voilà, ça fait aussi travailler l'entraide et le respect de chacun et l'écoute surtout. Et voilà, et on décide petit à petit ensemble de quelles sont les phrases qu'on va garder. Et le livre se construit comme ça. Il faut de nombreuses semaines, mais à la fin de l'année, le livre est écrit. Donc je leur donne le livre avec tout le texte qui a été retapé et imprimé. Et après, eux, ils ont en charge de faire la couverture et toutes les illustrations. Alors justement, tu t'adresses à c'est des élèves de quel âge aujourd'hui? Mes élèves, ils ont une dizaine d'années, ce sont des CM1, CM2. En plus, tu leur crées des magnifiques souvenirs parce que peut-être que tu vas donner lieu à j'allais dire, à une appétence et demain, peut-être que tu vas créer des vocations. Est-ce que tu as des retours sur tes anciens élèves? Est-ce qu'il y en a qui se sont lancés grâce à toi et à ce parcours dans l'écriture? Alors pour l'instant, non, parce que ils sont pas encore assez vieux, bien que j'en ai certains qui soient au lycée maintenant, des anciens élèves, mais j'en ai certains qui sont passés là il y a un an ou deux, qui avaient déjà ce goût d'écrire avant même qu'on vive cette expérience ensemble. Et j'en ai certains qui reviennent me voir et qui me disent, maîtresse, j'ai continué à écrire. Un jour, on fera des dédicaces ensemble, hein, tu te souviens? Alors justement, dans tout ton propre parcours, Stéphanie, quel a été ton plus gros challenge que toi, tu as dû surmonter pour t'autoriser à devenir artiste de ta vie? Pour écrire, je crois que le plus gros challenge, ça a été d'arriver au bout d'un livre. Parce que comme je te disais, depuis toute petite, donc j'écris des histoires, oui, j'ai inventé mes histoires, ou alors j'écrivais ce que j'arrivais pas à dire forcément à l'oral. Mais mon plus grand rêve quand j'étais enfant, c'était d'écrire un livre, de le terminer et de le tenir entre mes mains, d'avoir l'objet livre entre mes mains, d'avoir le mien entre mes mains. Et alors, va savoir pourquoi, mais quasiment toute ma vie jusqu'à 2021, parce qu'il y a vraiment eu un gros changement en 2021,
J'ai commencé des tas de livres, j'ai écrit des chapitres 1, des chapitres 2, et puis ça s'arrêtait là. Et je passais à autre chose, et j'arrivais pas à aller au bout. Donc, c'était quand même embêtant. J'avais beaucoup d'imagination et beaucoup de projets, mais aucun livre qui finalement ne se terminait et que je pouvais tenir entre mes mains. Et alors en 2021, il s'est passé quelque chose. En vérité, il s'est passé quelque chose en 2016. C'est qu'en 2016, j'ai vécu une séparation très douloureuse, comme beaucoup de gens vivent des séparations. Et ma première envie a été d'écrire cette histoire-là. Alors bien sûr, dans la douleur et dans voilà cette épreuve de vie compliquée, je suis pas allée au bout de l'histoire non plus. Ça faisait comme tous les autres livres, j'ai arrêté, je l'ai mis de côté en me disant ben quand ça ira mieux, j'arriverai au bout de l'histoire, mais là je peux pas. Et bon, j'ai mis plusieurs années, et j'ai redémarré ce manuscrit, j'ai recommencé à l'écrire. Voilà, une fois que moi-même j'étais apaisée et que ma vie avait évolué aussi. J'étais presque au bout. Quand en 2021, j'ai eu l'immense chance de partir avec Maud Ankawa sur le chemin de Compostelle avec un groupe de lectrices. Nous étions les premières à partir avec elle. Après, elle a accompagné d'autres groupes, mais nous, on était le premier groupe. Et donc, très impressionnée parce que voilà, Maud, je l'avais découverte pendant le confinement, comme toi d'ailleurs. Hein, vous faisiez partie des personnes que je suivais semaine après semaine. Et puis, j'en revenais pas de me dire, je pars avec Maud et voilà, qui était une auteure que j'estimais déjà beaucoup. Et dans ce groupe de lectrices, il y avait aussi Marie-Lise Trécourt, qui est devenue une amie aussi depuis. Et donc j'avais deux grandes autrices pour moi contemporaines et moi toute petite. Donc quand je suis partie, je me suis dit non mais jamais de la vie je leur dis que je suis en train d'écrire un livre. Enfin, je me sentais pas du tout à la hauteur. Bon, et puis tu connais hein, la magie de la vie, tout ce qui était pas prévu et qui arrive. Évidemment, au bout de 2 heures, j'ai dit à tout le monde, bon voilà, je sais pas trop comment vous le dire, mais j'écris, c'est vraiment mon grand rêve de terminer un de mes livres et de le tenir dans mes mains. J'ai presque fini mon manuscrit et j'ai envie de vous le partager. Donc quand je leur ai raconté ça, il y en avait la moitié qui pleurait déjà et qui m'ont dit ça c'est la magie du chemin. Donc non seulement tu vas le terminer ton livre, mais tu vas nous faire une promesse, c'est que lorsqu'il sera terminé, tu vas nous l'envoyer et nous on veut le lire. Et quand on est rentré du chemin, bah, quelques mois après, 1 ou 2 mois après, ça m'a vraiment donné l'élan de me dire là c'est possible, je suis presque au bout. Donc je l'ai terminé et j'ai tenu ma promesse. J'ai imprimé, je pense, une trentaine de copies du manuscrit. Celui-là, il n'a jamais été édité parce que c'était vraiment très intime, très personnel. Je l'aurais envoyé donc à Maud, Marie-Lise et toutes les amies de ce groupe, et plus à vraiment mes êtres chers, les personnes les plus proches de ma vie. Et alors là, les retours que j'ai eus en termes d'émotion, justement, on en parlait tout à l'heure, ça a été tellement énorme que c'est eux qui m'ont fait un cadeau inestimable. C'est-à-dire que moi, je leur faisais le cadeau de mon manuscrit, mais les retours que j'en ai eus, ça a été incroyable parce que c'est ça qui m'a donné l'élan et l'envie de me dire, mais j'ai plus du tout envie d'arrêter d'écrire. C'est ça que je veux faire. Et pour autant, je ne rejette pas mon métier que j'adore, je veux faire les deux. Et donc, bah, quelques mois se sont passés ensuite. Et là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que écrire sur soi, c'est une chose, mais écrire un roman, on peut avoir de l'imagination, mais comment on écrit un roman? Est-ce que je suis capable de ça? Ben, c'est la suite de ce qui s'est profilé dans les années qui ont suivi. Mais vraiment, mon plus gros challenge, c'était celui-là, c'est de me dire, j'ai presque terminé un manuscrit, j'ose en parler, parce que jusque-là, personne ne savait que j'écrivais, hein. J'ose en parler à des personnes en plus que j'estime énormément, des auteurs qui sont déjà édités et qui vendent des milliers, des centaines de milliers, voire maintenant des millions de livres. Et moi aussi, je peux faire ça si je veux, puisque j'en ai envie. Mais déjà, bravo de l'avoir fait. Et ça a été aussi pour toi, je pense, au-delà de se dévoiler, parce que comme tu dis, il n'est pas paru pour le grand public parce que c'est intime, mais c'est déjà de se dévoiler et partager une part de toi. Donc c'est quelque chose qui est. Tu t'es fait un vrai cadeau de te permettre ça. Alors justement, dans tout ce parcours, aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté? Est-ce que c'est la sortie de ce livre ou c'est d'avoir continué d'aller au bout des autres? Euh, L'aboutissement de ce manuscrit-là, oui, c'est une fierté. Je pense que ma plus grande fierté, c'est ensuite d'avoir écrit 2 romans, de les avoir édités
et de les avoir fait voyager et d'avoir osé finalement me dire, bah, ok, j'ai pas la notoriété d'auteurs qui vendent des centaines de milliers de livres, mais j'ai ma place aussi. Et aujourd'hui, je vais en salon, en dédicace, mes livres voyagent à leur modeste niveau, mais en tout cas, à chaque fois qu'un de mes livres est lu et qu'un lecteur me fait un retour, c'est toujours de cette même émotion qu'il s'agit. C'est merci pour ce que tu as fait jaillir dans mon cœur, merci pour tes mots qui me font voyager. Et voilà, et j'aurais finalement vendu un seul livre, eh ben, j'étais déjà contente d'avoir ce retour-là. Donc aujourd'hui, je suis fière de ça, de partager mes mots et de pouvoir en parler avec d'autres et d'échanger et de tisser des liens autour de ces mots qui voyagent. Alors pour ceux et celles que ça intéresse, je mettrai en commentaire du podcast toutes les informations pour aller découvrir les romans de Stéphanie. Justement, dans tout ce parcours qui, alors, comme tu dis, ça n'a pas toujours été, les gens pensent souvent, tu sais, quand tu arrives à faire ce que tu aimes, que ça a toujours été un parcours linéaire, ce qui n'est pas le cas. Quel conseil cette petite Stéphanie aurait aimé recevoir et que tu pourrais partager, qui peut servir aussi pour les auditeurs qui nous écoutent? J'aurais aimé entendre que justement il y a de la place pour tout le monde et que chacun a sa place, que plutôt que de voir les freins, voyons tous les possibles. Moi, c'est ma philosophie de vie aujourd'hui, c'est que pour moi, l'horizon des possibles, il est infini, c'est ce que tu disais en début de cet enregistrement. Et que qu'est-ce qu'on risque finalement à ne pas y aller ou à y aller? Au pire, quelqu'un dit non, au pire, ça ne se fait pas, mais au mieux, mais tout est possible, tout se fait. Enfin, moi, tout ce que j'entreprends dans ma vie, c'est avec une petite lueur, je la saisis. Et donc, allons-y, allez-y. Il y a de la place pour tout le monde. Et peut-être que vous rentrerez pas par la grande porte. Si on parle simplement d'édition, peut-être qu'on rentre pas par la grande porte d'une grande maison d'édition qui va nous accompagner, etc. Mais en attendant, ben, moi je suis l'exemple que mes livres existent, ils voyagent. Je continue d'envoyer mes manuscrits aux grandes maisons d'édition, entre guillemets, en me disant, ben, un jour, c'est peut-être pas ces 2 premiers romans, c'est peut-être le troisième que j'ai démarré là et que j'espère terminer cette année. C'est peut-être celui-là qui va accrocher un éditeur et qui fera que les autres seront emmenés vers un destin encore plus large que celui qu'ils vivent en ce moment. Mais il faut démarrer. C'est le premier pas qui compte et c'est ça qui est vraiment essentiel. Et je te remercie beaucoup de ton partage. Et c'est aussi important pour les gens qui nous écoutent qu'ils comprennent qu'en fait, quand on met, j'allais dire, quand on envoie un message, alors toi c'est par les mots, euh, perso ça va être sur scène. Et comme tu dis, moi c'est ce que j'ai appris quand je fais des conférences, c'est que si ça change la vie d'une seule personne, on a tout gagné. Et en fait, dans ce que tu partages, c'est super important parce que et je vais revenir juste sur notre échange de cet été, puisqu'on s'est croisés à Arcachon. Et tu m'as dit, mais tu sais, Anne-Sylvie, ça fait 5 ans que je te suis. J'avais découvert les rencontres insolites pendant le Covid. Et en fait, tu sais, avec aujourd'hui la magie des réseaux sociaux, on ne sait pas qui nous voit, qui nous suit, etc. Et j'avais trouvé ça génial parce qu'en fait, tu m'as dit, mais oui, mais en fait, les interviews, on les retrouve plus, ils sont plus sur Facebook. Et je me suis dit, ben non, elle a raison. Maintenant, c'est sur Spotify et je l'ai transformé en podcast. Et parfois, on oublie, tu sais, on fait des choses et puis on communique pas forcément. Et merci déjà d'avoir mis ça en lumière parce que du coup, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, ben, en fait, il y a plein de types de personnes qui lisent. Et comme tu dis, moi, ce que je trouve génial dans cette idée de livre voyageur, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un dans je sais pas moi, dans une salle où dernièrement, tu vois, je suis allée chez le coiffeur et alors j'ai une coiffeuse un peu particulière, elle met des livres dans son. C'est pas des magazines, c'est des livres. Et je trouve ça génial parce qu'en partant, elle me dit, bah, garde-le. Et en fait, ce livre, tu peux prendre un livre n'importe où. Ça peut être, oui, dans une salle, sur un banc, oublié par quelqu'un. Enfin, moi, j'aime bien ça. Je fais ça des fois. J'ai des livres que j'ai beaucoup aimés. Je les mets dans des endroits complètement insolites en me disant, alors bien sûr à l'abri de la pluie, mais en me disant peut-être que quelqu'un va pouvoir ben, se nourrir de ce qui a été partagé dans ce livre. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et pour les personnes qui nous écoutent ou pour les plus jeunes qui nous écoutent, je trouve que la lecture, c'est vraiment, ça nous embarque dans quelque chose. Moi, j'ai découvert
je me suis intéressée à la lecture. Alors, je vais expliquer un petit peu, mais ça peut pour certains paraître un petit peu, je vais pas dire saugrenu, mais c'est en commençant à lire Harry Potter. En fait, je lisais les livres quand j'étais enfant, comme tout le monde, et comme j'ai dit au début de l'interview, des fois je les lisais parce que j'avais la sanction, entre guillemets, de ne pas avoir fini mon résumé. Et à l'époque, quand Harry Potter est sorti, j'avais mon ex-beau-fils qui était avec nous et je me disais, je voulais l'emmener voir le film au cinéma. Et je me dis, mais tu peux pas, enfin, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Tu peux pas emmener un gamin de 8 ou 10 ans au cinéma sans savoir. Et j'ai commencé à lire Harry Potter et je suis tombée dedans, un, 2, 3, 4. Et en fait, ça m'a mais vraiment emportée parce que il y a tout l'univers aussi qui me plaisait. Mais par exemple, tu vois, quand j'étais plus jeune, je me souviens qu'on a dû lire Frison Roche, premier de cordée à l'école. Oui. J'ai pas pu finir ce livre. J'avais une imagination tellement débordante que les scènes à la fin, ça me faisait peur. Et en fait, tu vois, des fois, tu restes sur ça parce que du coup, pour moi, je pense que ça a été un échec à ce moment-là parce que je me disais, mais mon imaginaire est trop peut-être fertile. Et le fait d'avoir repris aujourd'hui, bah, comme tu dis, je finis les livres, j'en ai trois, quatre en même temps sur ma table de chevet, j'adore. Et c'est vraiment ce que tu véhicules, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça permet à chacun de se construire son histoire, en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et c'est vraiment merci pour ça, parce que je pense que tu ouvres, bah, déjà avec tes élèves, la voie peut-être à, ne serait-ce que de poser les choses. Tu vois, je me dis, parfois quand on est, alors je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le journal intime Mmh. pour des enfants, juste d'écrire des petits trucs, il s'est passé ça. Alors déjà, c'est bon pour le moral parce que tu gardes pas en tête ce qui te passe pas bien, mais ça permet aussi d'apprendre à manier les mots, à écrire et tout ça. Et je pense que, en tout cas, merci pour eux parce que tu les amènes à envisager l'école différemment. Et je trouve qu'à 10 ans, 10, 11 ans, bah, pouvoir devenir artiste de sa vie peut-être en écrivant un livre. Moi, j'avais écrit ça, je pense. Je me souviens qu'une de mes copines avait écrit un livre qui faisait peur. À l'époque, c'était, tu sais, les films d'horreur et tout ça. Et ben, on était hyper inventive à tel point qu'on se faisait même peur toute seule rien qu'en lisant notre livre. Alors, bon, on n'est pas allé très très loin, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment génial dans ce que tu apportes. Donc, pour les personnes qui ont envie de découvrir ton univers et les romans que tu as déjà écrits, on mettra tout ça en commentaire. Et si tu... voilà, j'ai laissé le mot de la fin par rapport à ce qu'on a partagé. Que tu nous dises, voilà, de comment tu as vécu ce partage et qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu aimerais partager à nos auditeurs, tout simplement. Bah déjà, je te remercie de m'avoir invité à ton micro parce que, comme tu disais, je t'ai découverte pendant le confinement avec les 100 interviews insolites. Je t'ai suivi ensuite pendant des années, vraiment à être tellement heureuse de retrouver tes interviews ou tes partages ou tes mini-conférences sur les réseaux, etc. Et cet été, quand donc, on s'est rencontrés au congrès de Julien Perron, c'est quoi le bonheur pour vous à Arcachon, et qu'on a échangé comme ça avec tellement de fluidité, de simplicité, et que je t'ai dit, mais tu sais qui sera la prochaine à ton micro? Et je t'ai dit, moi, avec audace et comme ça et naturel, comme si voilà, j'avais ma place. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a de la place pour chacun. Et au pire, tu m'aurais dit non, et ça n'aurait rien enlevé à ma valeur. C'est simplement que c'était pas le bon endroit ou le bon moment ou voilà. Et ça aurait été ok. Mais en fait, tu m'as dit oui. Et en fait, dans ma vie, c'est exactement tout ça qui se passe. C'est que pousser une petite porte, voir de la lumière, se dire pourquoi pas moi, j'y vais. Ben, c'est comme ça qu'après, de pas après pas, avancer sur son chemin et ouvrir le champ des possibles. Donc, merci de m'avoir laissé cet espace-là. Et ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est ça, c'est cultiver les petits et les grands bonheurs, parce que un petit bonheur plus un petit bonheur plus un petit bonheur, mais ça fait une réserve de joie, mais tellement importante dans son cœur. Et c'est ça qui nous donne de l'élan et qui nous fait dire jour après jour que on a sa place et que c'est possible. Donc, avoir foi en la vie et puis en ses surprises. Et alors, il y a une phrase que je dis souvent, c'est que je ne m'attends à rien et je m'attends à tout. Et finalement, c'est ce qui se passe dans ma vie, c'est que avec cet enthousiasme-là, à écrire, à échanger, à provoquer des rencontres, à dire aux gens que j'admire, que je les admire, et bien après c'est un cercle vertueux et il se passe des choses incroyables. Donc allez-y, osez. Et merci à toi, Stéphanie, parce que comme tu dis, quand tu rencontres les gens sur les salons et que tu vas faire des séances de dédicaces, il y a des gens qui se disent
Waouh, je la rencontre enfin, Stéphanie. Alors qu'ils ont pu passer une soirée ou plusieurs insomnies ou même des étés à tes côtés. Et c'est vraiment important parce que souvent, tu sais, je pense que quand on a l'impression, enfin, c'est une sensation, mais quand les gens sont sous la lumière, j'allais dire, parce qu'on les voit, etc., quand on est nous dans l'ombre, on se dit, waouh, cette personne, mais elle est comme nous. Et en fait, mon intention quand j'ai créé ces rencontres insolites qui sont devenues du coup ce podcast devient artiste de ta vie, c'est vraiment de permettre à chacun et chacune d'entre vous de se dire, mais si elle a osé, en parallèle d'un métier écrire parce que c'est ta passion, ou toutes les personnes qui sont venues à ce micro partager leur histoire, c'est vraiment donner de l'espoir en fait. C'est vraiment cette intention, on peut devenir artiste de sa vie, et quand on est connecté à ce qui fait sens pour nous, la preuve que par rapport à ce que tu dis, tu rayonnes en fait. Tu amènes aussi ta part de peut-être de transformation d'une vie, peut-être que des gens vont se reconnaître dans ton histoire et se dire, ben ouais, je peux faire les choses et je peux m'autoriser. Alors, ce sera peut-être pas l'écriture, ce sera peut-être un autre art, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui m'anime. Et je pense qu'on s'est retrouvés toutes les deux sur le fait d'avoir envie d'inspirer l'autre. Donc, merci infiniment, Stéphanie. Je vais remettre toutes les infos en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup Anne-Sylvie, au revoir.